On se retrouve pour la troisième et dernière table ronde. On va parler de l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'amphi si vous le souhaitez, mais je sais que vous nous entendez aussi à l'intérieur du forum. Alors, en tout cas, vous êtes les bienvenus pour pouvoir échanger. Je crois que ça ne vous a pas échappé. Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques à partir du 26 juillet. Tout le monde en parle désormais. L'occasion de s'intéresser aux impacts de cet événement sur la pratique sportive en France. Outre les retombées économiques attendues, on peut s'attendre à des impacts aussi positifs sur le sport. On va en parler avec Quentin Chillet, qui était là tout à l'heure, référent logistique équipe de France de handisport pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, Marc Delaunay, directeur des sports à la ville de Rennes, et Fabrice Quenet-Hervé, président de la Ligue régionale de Bretagne de rugby. Quentin, on va recommencer avec vous, cette fois-ci avec la casquette de référent logistique pour l'équipe de France de handisport. Une grosse mission, ça fait 20 ans que vous la menez d'ailleurs. En quoi elle consiste ? Ah non, ça fait pas 20 ans. Moi. Ça fait 20 ans effectivement que je travaille dans le milieu du sport et du handicap, où j'ai travaillé d'abord comme agent de développement pour les comités handisport et sport adapté. Donc en gros, c'était développer l'offre de pratique sur une région. Ensuite, j'ai eu la chance de gérer le pôle France de para-athlétisme adapté, où j'ai effectivement emmené des sportifs sur des championnats du monde, des compétitions internationales, et dont un athlète a été médaillé aux derniers Jeux de Tokyo, Charles-Antoine Kouakou, là, sur 400 mètres en sport adapté. Mais par contre, cette mission finalement un peu nouvelle de la logistique sur les Jeux olympiques et paralympiques, sur les Jeux paralympiques, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi c'est une nouveauté. Puisqu'effectivement, je suis placé auprès de la Fédération française handisport comme conseiller technique national. Et donc, c'est une de mes missions, en tout cas, là, qui est en croissance. Qui est en train de monter cette en année, puissance, là, ouais. Puisque du coup, on a effectivement les Jeux paralympiques, c'est le plus grand, et olympiques, en tout cas, c'est le plus grand événement sportif au monde, et de loin. On a eu une petite présentation la dernière fois avec des médias pour nous dire qu'effectivement, ça regroupait 4 milliards de téléspectateurs. Donc ça, c'était à Tokyo. Ça va sans doute être en croissance à Paris. 50 millions de téléspectateurs français. 28 milliards de vidéos qui ont été faites à Tokyo. 3000 heures de vidéos. 3000 heures, en fait, là, c'est de retransmission TV. Et donc 300 heures pour les Jeux paralympiques. Donc on parlait tout à l'heure un petit peu de sport dans les clubs et d'inclusion. Vous voyez là déjà le delta. Oui. Et 2700 heures d'écart entre les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout n'est pas retransmis sur les Jeux paralympiques ? Non, tout ne va pas être retransmis. Il va y avoir des highlights, comme ils appellent. Mais enfin bon, je ne sais pas si vous avez commencé à le voir. On en parle déjà beaucoup dans les médias. Oui. Il y a beaucoup de clips, de reportages le soir sur France 3. Et puis même des petits clips où on voit du sport, mais on voit aussi du handi, des baskets fauteuils, des athlètes. Voilà. Ça se voit de plus en plus. Moi, je pense qu'il faut pas être minimaliste non plus et voir le verre à moitié vide. Il faut se dire, on va avoir 300 heures de fenêtres médiatiques. Et probablement plus. Voilà. Donc, c'est du jamais vu non plus en France. Faut en profiter. Et ça va être une belle, en tout cas, fenêtre pour parler, en tout cas, du handicap en général, du sport, et montrer que finalement, changer le regard sur les personnes en situation de handicap, et plus le voir sur le versant des capacités plutôt que des incapacités. Comme on a dit tout à l'heure. Et cette mission de logistique, alors c'est quoi exactement ? C'est acheminer toutes les équipes, les matériels vers les différents villages ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Donc moi, je vais m'occuper un peu du travail de l'ombre finalement. C'est tout préparer pour que nos équipes de France, en tout cas pour la Fédération française handisport, soient prêtes à performer, soient dans de bonnes conditions, pardon. Donc pour la FFH, c'est 12 équipes de France à gérer. Donc il y aura l'équipe de France de para-athlétisme. Voilà un petit peu toute la liste qui va être au Stade de France. La boccia, je ne sais pas si vous connaissez la boccia. C'est un sport paralympique qui n'a pas d'équivalent chez les valides. C'est de la pétanque adaptée en fait, qui est vraiment pour les handicaps très très lourds, des sportifs qui peuvent être myopathes, qui peuvent être tétraplégiques. Le basket fauteuil que vous connaissez sans doute, à la fois pour l'équipe homme et l'équipe femme. On espère que l'équipe femme va se qualifier. Il y a l'escrime qui se fait sur un handi fixe, où voilà, le fauteuil est fixé à une plateforme. Donc là, c'est pareil, c'est du gros matériel à transporter. Le développé couché, c'est de l'haltérophilie. Du paratennis de table, paracyclisme. Donc là, c'est pareil, grosse logistique pour le paracyclisme, parce qu'on a des sportifs qui vont être en épreuve sur route, en vélodrome.
sur piste, et aussi il y a aussi des handbikes, c'est des vélos couchés pour les personnes justement paraplégiques. Donc voilà, ça prend de la place, tout ça. Il y a le goalball, je ne sais pas si vous connaissez le goalball. Non, c'est un sport paralympique pour déficients visuels qui n'a pas non plus d'équivalent chez les valides. Et donc c'est pas le cécifoot, mais c'est encore oui, il y a le cécifoot en dessous. Le goalball, donc c'est 2 équipes de 3 joueurs qui se raffrontent sur un terrain de volley. Et ils sont à la fois attaquants et défenseurs. En fait, ils ont un ballon en grelot qu'ils doivent faire rouler au sol sans le faire rebondir. Le but, c'est de marquer un but à l'équipe adverse, en fait. Donc les joueurs, dès qu'ils entendent le ballon partir, hop, ils plongent, ils font rempart avec leur corps pour arrêter. Et puis dès qu'ils récupèrent le ballon, ils le renvoient pour essayer de marquer un but. Donc avec d'autres règles, en fait, les règles d'un jeu à proprement parler, un jeu à part, en fait. C'est ça. Donc en fait, la particularité du goalball et du cécifoot, finalement, c'est des sports où les spectateurs doivent faire le plus grand silence. Parce que sinon, les sportifs n'entendent pas le ballon. Donc on ne peut pas les applaudir, on ne peut pas les alors que quand il y a des buts, voilà, que quand il y a des buts, là, voilà, les spectateurs, les sportifs se congratulent et voilà, on peut y aller. Mais sinon, c'est le silence est d'or. Ouais. Ah oui, d'accord. Et ça représente combien de personnes, toute cette logistique? Vous me disiez que vous êtes en phase de préaccréditation. Oui, c'est ça, on vient de faire les préaccréditations là, donc staff, donc on a fait une liste large des staffs, c'est-à-dire les entraîneurs, les kinés, les paramédicaux, les infirmières, les médecins, les entraîneurs, les analyses vidéo, les préparateurs physiques. Là, on était en plus des athlètes, effectivement, là on est sur 350 personnes là, qu'il faut préaccréditer. Donc c'est un gros chantier. Là, on vient de faire aussi valider des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas, mais les talkie-walkie, parce qu'il y a des fréquences qui vont être limitées. Voilà, si toutes les équipes viennent avec des appareils super puissants, ça peut faire des interférences et voilà. Donc tout ça c'est limité et donc voilà, il faut tout faire valider par le comité d'organisation. C'est un gros travail finalement de l'ombre, mais bon, qui permet de mettre de l'huile dans les rouages et pour que le jour J, nos équipes de France, en fait, voilà. Qu'elles puissent performer, être dans la lumière. Et en fait, en étant dans la lumière, comme on l'attend pour fin août, parce que les Jeux paralympiques sont plus tard, c'est fin août, début septembre, est-ce que ça constitue un accélérateur de l'inclusion, de l'envie de s'y mettre aussi pour d'autres personnes qui seraient en situation de handicap? Effectivement, à chaque fois, on l'a vu, à chaque fois il y a eu des grosses fenêtres médiatiques, notamment lors des Jeux paralympiques de Londres en 2012. Effectivement, nous on l'a vu dans nos clubs derrière une forte demande. Une forte demande de licenciés. De licence, de pratique finalement. Voilà, les personnes viennent pousser la porte des clubs. Maintenant, nous on travaille à ce que nos clubs soient en mesure d'accueillir. C'est-à-dire que on se rapproche aussi des fédérations dites valides pour les aider à créer des sections et à aider à former les éducateurs, à proposer du matériel adapté, à proposer aussi des formes d'accompagnement pédagogique, par exemple pour les sportifs relevant du sport adapté. Donc voilà, c'est tout un travail d'accompagnement qu'on fait conjointement avec le comité paralympique et sportif français qui a ouvert une formation de paraclub accueillant. C'est tout un travail qui est mis en place là, depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est vraiment qu'à l'issue des Jeux, finalement, les personnes en situation de handicap, comme les valides, finalement, parce qu'il y aura les Jeux Olympiques avant, mais puissent se mettre au sport de manière pérenne. Et la réponse, une des réponses en tout cas importantes, elle est au sein du mouvement sportif, c'est-à-dire c'est dans les clubs. En tout cas, c'est ce qu'on a dit aussi par... je crois que c'est ce matin ou cet après-midi, c'est tout à l'heure, à la table ronde, pour considérer enfin les handisports, les personnes en situation de handicap qui pratiquent du sport, de les considérer comme des vrais sportifs. En fait, c'est aussi un moyen de leur remettre oui, tout à fait. légitimité. En fait, là, c'est un peu des notions un peu philosophiques et sociologiques sur la situation de handicap. Finalement, on ne se dit pas qu'on n'étiquette pas une personne parce qu'elle a un handicap. C'est déjà, elle a une déficience qui lui provoque une incapacité peut-être à faire quelque chose. Mais après, ça va être la situation. Par exemple, le fait qu'il y ait des marches, là, qu'elle ne peut pas monter en fauteuil, c'est la situation qui procure ce handicap. Parce que s'il y avait, je ne sais pas moi, un pan incliné ou un truc élévateur, finalement, il n'y a pas de situation de handicap. Donc on parle vraiment de la situation et on essaye de ne pas étiqueter la personne finalement. C'est pour ça que la société, finalement, c'est un peu les politiques publiques qui sont en œuvre à la fois en France mais au niveau de l'Europe, c'est que les personnes puissent avoir accès à des dispositifs, on appelle ça de droit commun.
Donc c'est pouvoir aussi pratiquer dans le club qui est plus proche de chez soi, sans discrimination. Et c'est pour ça qu'on a un gros travail, nous, à faire aussi auprès des fédérations pour travailler conjointement sur la formation, l'accessibilité des locaux, du matériel, et que voilà, tout le monde puisse trouver une offre qui correspond à son projet. Le projet, c'est peut-être simplement de faire du loisir et puis avoir un besoin social, de pratiquer, de faire des rencontres, ou c'est peut-être d'aller vers de la performance. Mais l'idée, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Et en fait, en France, on a de la chance, c'est que finalement, on a un modèle sportif qui est équilibré aujourd'hui avec ces 2 fédérations spécifiques qui ont la délégation, et puis aussi ces fédés dites ordinaires, dites valides, qui aussi ouvrent leurs portes. Et du coup, en fait, avec ça, ces 2 offres, moi je pense que c'est important que ces 2 offres puissent continuer à exister, parce que du coup, on a une réponse pour tout le monde. Et puis finalement, cette couverture médiatique va aussi être un moyen d'ouvrir le champ de vision, de casser un petit peu les clichés, comme on en a parlé déjà aussi tout à l'heure, et puis d'aller vers une meilleure acceptabilité dans la société, dans l'entreprise, d'intégrer des personnes en situation de handicap. Quand on voit comment elles peuvent performer aussi par le biais des Jeux paralympiques, se dire que dans l'entreprise, c'est aussi des bonnes recrues, quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous convaincus, en tout cas ici, c'est que le sport, c'est une belle vitrine, c'est un levier au-delà de l'aspect sportif et physique qui permet de développer plein de compétences. On en a parlé un peu tout à l'heure avec Cléo sur l'autonomie, sur la confiance en soi, sur la pugnacité, l'abnégation, la résilience, effectivement. Donc effectivement, là, les gens, je pense, vont découvrir certains sports paralympiques et vont se dire, finalement, en face de moi, là, j'ai affaire à un athlète qui on le voit comme Cléo, qui est du coup un emploi du temps organisé avec des entraînements, avec un travail le matin, des entraînements l'après-midi, du repos, de la préparation physique. Et du coup, ça aussi, une fois que ces sportifs arrêtent, voilà. C'est ça, ils sont déjà intégrés dans le milieu du travail. Et derrière, ça peut être aussi des exemples aussi pour les autres salariés en se disant, ouais, tiens, finalement, celui qui est à côté de moi, il est aussi efficace au travail. Et moi aussi, ouais. Tout à fait. Au-delà des Jeux paralympiques, on parle aussi des Jeux olympiques dans sa globalité. Je m'adresse à Marc Delaunay, qui est directeur des sports à la ville de Rennes, ville qui est pleinement impliquée dans cette année olympique. Alors, vous avez réussi à ouvrir le micro ? Il faut juste relever le petit... Voilà, parfait. Alors, comment Rennes se prépare à cet événement ? Vous n'allez pas être village accueillant, mais pour autant, il y a tout un programme d'animation. Rennes se prépare à l'événement depuis précisément septembre 2019. Voilà, 2019 septembre 2019, parce qu'en fait, le préalable pour une collectivité territoriale, alors que ce soit une communauté de communes, enfin agglomération, métropole, une commune comme la ville de Rennes, un département ou une région, le préalable, c'est le label Terre de Jeux. Voilà, donc on doit avoir aujourd'hui au niveau national à peu près 4700 collectivités, quel que soit l'échelon territorial, labellisées Terre de Jeux. Voilà, donc ça c'est vraiment l'obtention de ce label qui constitue un préalable pour ensuite pouvoir développer d'autres, avoir de la visibilité, avoir de la ressource documentaire, enfin avoir un certain nombre de droits, voilà, délivrés par le COJOP, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc depuis septembre 2019 et une délibération au Conseil municipal, Rennes est labellisée Terre de Jeux. Alors pour une collectivité comme Rennes, effectivement, on n'accueillera pas d'épreuves olympiques ou paralympiques à Rennes. Nous, le boulot, le job avec les 200 collègues qui travaillent à la direction des sports, c'est de profiter de ces jeux, enfin de faire vivre les jeux avant, pendant et après à l'ensemble de la population rennaise. Voilà. Comment on va faire ça ? On s'appuie au départ sur nos objectifs de politique publique. Donc on a une feuille de route sur le mandat en cours, là 2020-2026. Dans lequel s'insère donc cet événement international qui s'appelle donc les Olympiques et Paralympiques,
Alors comment on s'appuie sur les labels mis en œuvre par le COJOP. Voilà, donc il y a toute une série de labels. Oui, parce qu'il y en a d'autres, vous m'avez parlé d'Impact Job, Génération Il y a 2024. Impact 2024, Génération 2024, donc Terre de Jeu 2024. Enfin, il y a toute une série de labels, mais à chaque label, un pilotage différent. Donc, juste pour illustrer, et pour cette année 2024, même si ça a déjà pas mal démarré en 2023, pour 2024, au mois d'avril, label Génération 2024. Donc là, label Génération 2024, c'est l'éducation nationale qui est en pilotage, et théoriquement la collectivité associée et le mouvement sportif également. Là, l'idée, par exemple, c'est de rassembler sur la plaine de jeu de Bréquigny 1600 élèves des écoles publiques rennaises scolarisés en classe de CE2. C'est le choix qui a été fait par les collègues éducateurs sportifs, voilà, pour leur permettre d'assister à des démonstrations de haut niveau, de pratiquer certaines disciplines olympiques et paralympiques, de s'imprégner des valeurs. De l'olympisme, etc., avec tous ces enjeux aussi. Oui, parce que derrière ça, les valeurs de l'olympisme, c'est quoi? C'est les notions d'inclusion, de respect, d'inclusion, d'universalisme, etc. Et un axe très fort aussi, et ça c'est un autre label, c'est ce qu'on appelle les Olympiades culturelles. Voilà, donc c'est très présent à la ville de Rennes. Vous voyez cette vision cartésienne là, où la dualité du corps et de l'esprit, où on oppose souvent le muscle à l'esprit. L'idée des Olympiades culturelles, et c'était souhaité comme tel par le baron Pierre de Coubertin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est constitué d'un corps et constitué d'un esprit, et là, on accueille les Olympiques et Paralympiques, donc là, plus sur l'agilité motrice, sur la beauté du geste, etc., sur la performance sportive, mais profitons de cet événement pour ne pas opposer sport et culture, voilà, mais à côté de ce label Terre de Jeu, mettons en place des Olympiades culturelles, voilà, parce qu'au même titre que la culture, le sport participe de l'éducation, participe de la cohésion, participe de la transformation des enfants, des hommes et des femmes, etc. Donc, très intéressant d'associer une politique culturelle. Alors, à Rennes, c'est au Champ Libre, c'est à l'Opéra, c'est au cinéma Arvor, etc. Ce que j'allais dire, c'est des expositions du cinéma. Voilà, il y a toute une série d'expositions photos, de projections de films, d'opéra, etc., à l'Opéra de Rennes, voilà, qui rentrent dans le cadre des Olympiades culturelles et qui accompagnent, voilà, cette idée que l'homme est constitué d'un esprit et d'un corps et qu'il faut profiter. Il a besoin de nourrir les deux. Oui, parce que souvent on oppose. Vous voyez, souvent on oppose. Voilà, effectivement, le corps vieillit, puis on peut continuer, sauf à être atteint de certaines maladies neurologiques. On peut avoir, on continue à s'élever très très loin dans l'existence par la pensée. Voilà, mais là c'est une occasion quand même de rapprocher le corps et l'esprit, et c'est vraiment vraiment important. Ensuite, on a la journée olympique. Voilà, et ça c'est au mois de juin. Alors c'est ce que j'allais vous dire, le 1er juin, il y a le relais de la flamme. C'est encore une autre journée? Chronologiquement, c'est ça. Donc si vous voulez, le 1er juin, le relais de la flamme. Voilà, donc là, la porte d'entrée, c'est le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Hein. Tous les départements français n'ont pas fait le choix, pour des raisons financières, des raisons politiques, etc., d'accueillir, en tout cas de s'acquitter du droit d'entrée pour accueillir la flamme sur leur territoire. En Ille-et-Vilaine, le choix a été fait par le conseil départemental d'accueillir la flamme. Donc à Rennes, on aura un parcours de la flamme sur 9 km. Hein. Ça part du stade de ville de Cesson, donc il y a une partie nautique, jusqu'à la halle Robert Poirier, etc. Et là, on est en train de travailler là, sur la... Alors ce sujet-là, il devait être avant tout sportif et ensuite sécuritaire, et on voit bien que plus on s'approche de l'événement, plus les réunions à la préfecture sont nombreuses. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un gros sur le relais de la flamme, à Rennes comme ailleurs, il y a un gros enjeu de sécurité. Donc c'est les forces de l'ordre, c'est les agents de sécurité, etc. Et puis le site de célébration pour terminer la journée là. Aujourd'hui, comme ça, au doigt mouillé. Alors ça dépend de la météo, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais aujourd'hui on attend entre 50 et 60 000 personnes dans les rues pendant cette journée du 1er juin. Ça pourrait être, on a dans la salle Cléo Renou qui va, elle, porter la flamme dans le Morbihan, donc qui va représenter le sport adapté, la nage adaptée.
Donc, ça veut dire que potentiellement, les personnes qui vont porter la flamme à Rennes, en tout cas dans l'Ille-et-Vilaine, vont avoir tout ce public Tout à fait. à leur côté, quoi. Exactement ça. Alors après, les relayeurs, alors, vous savez, il y a beaucoup de... on prend un peu de pression il y a beaucoup de gens à vouloir être relayeurs. Il y a beaucoup de sportifs, de bénévoles. C'est une sélection aussi, en fait, pour choisir les Oui, relayeurs. c'est ça, voilà, il y a un processus de sélection. Voilà. Donc la ville de Rennes avait une possibilité de 4 relayeurs. Donc à l'instar de ce qui a été dit tout à l'heure, on essaye de proposer des relayeurs, voilà, pour couvrir toute la diversité olympique, paralympique, et on a des grands enjeux aussi d'égalité de genre, voilà, d'égalité hommes-femmes, etc. Donc on essaye d'avoir des relayeurs et des relayeuses, voilà, à parité, et puis parasportifs, et puis pour sportifs. Les noms ne sont pas encore définitifs. Oui, les noms sont connus pour Rennes. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous annoncer de quelques-uns? mémoire. Ouais. Donc, je ne peux pas vous poser une colle. Ouais, je ne les sais pas tous Bon, de tête. je vais J'ai pas un vous service. poser une colle. Il y a Romain Danzé que tout le monde connaît. Voilà. Alors, Romain Danzé, c'est un footballeur professionnel du Stade Rennais Football Club. Et qu'est-ce que le foot professionnel? Mais Romain Danzé, il a un ancrage très très fort. Voilà, sur la ville de Rennes et sur la Bretagne en général. Il a fait toute sa carrière au Stade Rennais Football Club, donc lui fera partie des relayeurs. On a aussi Jean-Charles Jiquel, voilà, qui est encore aujourd'hui, c'est quelqu'un de ma génération, mais il est encore recordman de France de saut en hauteur. Il a été président du Stade Rennais Athlétisme. On a aussi Marie-Vonne Hermine, qui historiquement est l'organisatrice de la grande manifestation Rennes sur roulette, voilà, issue du Cercle Colbert de Rennes. Enfin, bon, voilà, c'est... Voilà, et puis on a eu un coup de téléphone de Coca-Cola, là, parce qu'en fait, vous voyez bien qu'il y a aussi des sponsors titres. Ces grands événements-là, ça n'existe aussi que parce qu'il y a des multinationales et des sponsors titres. Voilà, et là, on doit, pour vendredi midi, donner le nom de 24 relayeurs et relayeuses supplémentaires. D'accord. Ouais. Et en juillet-août, alors, il y a encore des villages olympiques qui seront installés dans Rennes. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y aura pas de fan zone. Voilà. Il n'y aura pas de fan zone. Alors, on a la journée olympique, parce qu'il y a le président KNRV qui est là. Donc, on a parlé de Génération 2024, c'est l'éducation nationale. On a parlé du relais de la flamme, c'est un grand événement populaire. Et puis, il y a la journée olympique. La journée olympique, c'est la journée alors, c'est un week-end, chez nous, 27-28 juin de mémoire. Là, c'est la journée du mouvement sportif. Vous voyez, donc les ligues régionales, les comités départementaux et les clubs rennais qui sont affiliés à ces fédérations. Voilà. Donc là, c'est plus une manifestation grand public où on ouvre le stade Robert Launay sur la partie nord-ouest, où on ouvre le site de Bricquigny plus au sud, et puis le parc du Berry sur le quartier de Villejean. Et on invite les familles au sens large, voilà, les enfants mais pas que, à venir découvrir le rugby, le judo, la lutte, la boccia, etc. Enfin, le para-athlétisme, toutes ces disciplines sportives. Voilà. Et pendant les Jeux Olympiques, là pour le coup, vous aurez encore des villages ouverts on aura des villages dans les ouverts. quartiers, c'est ça? Voilà, dans les quartiers. On a fait le choix à Rennes de ne pas faire de fan zone. Voilà, parce qu'il y a très peu de collectivités. Le discours de l'État, ça a été pour des raisons de sécurité et puis de ressources humaines, ça a été pas de grandes fan zones sur les territoires, etc., parce que les forces de l'ordre seront majoritairement mobilisées dans la capitale pour les Jeux. Voilà. Là, il y a un petit changement de pied, etc., où on sent une petite stimulation. Alors les territoires, est-ce qu'il y aura des fan zones? À Rennes, on a fait le choix de ne pas faire de grandes fan zones comme donc pas de grande projection sur des écrans. Non, il n'y aura pas ça. Par contre, on aura des villages sportifs dans les quartiers, voilà. Pour ceux qui connaissent Rennes, Haute-Zourme, Parc de Maurepas et aussi Parc du Berry, voilà. Parce qu'on connecte ça à l'égalité des chances, on connecte ça au droit aux vacances pour toutes et tous, parce qu'il y a des jeunes qui ne partent pas en vacances. Donc, on va mettre en place des villages sportifs pour pratiquer, pour découvrir, en fait, pour créer du lien. Voilà, au cœur même des quartiers politiques de la ville. Voilà, sur des fonctions sociales et éducatives du sport. Et puis, on a aussi acheté des billets. Voilà, donc on a aussi des enfants qui iront assister à des matchs, aux épreuves voilà, des JO, là, fin juillet, août, et puis aussi aux épreuves de para-athlétisme. Ça, sous forme de parrainage et de marrainage. On a une quinzaine d'athlètes valides et parasport, voilà, qui sont rennais, qu'on accompagne financièrement.
Voilà. C'est des bourses entre 3 500 et 5 000 euros. Voilà. Simplement, on est depuis quelques mois maintenant, on est sur une relation réciproque, c'est-à-dire que la collectivité propose de soutenir l'athlète via une bourse de 5 000 euros, mais en contrepartie, cet athlète, il parraine ou il marraine une école élémentaire, une classe d'école élémentaire, etc. Et avec tous les outils numériques qui existent aujourd'hui, on a des classes entières qui, depuis plusieurs mois, suivent un athlète, voilà, qui, quand il a le temps, vient en présentiel discuter avec les enfants. Et là, on a des enseignants qui s'emparent du sujet et qui travaillent sur les maths, qui travaillent sur la géographie, enfin sur un certain nombre de choses, voilà, autour tous les périphériques autour de l'athlète, quoi. Donc tout ce programme étalé sur toute l'année à Rennes, ça va participer à doper l'attractivité du territoire en termes d'image, de développement économique, ça va servir à tout ça en fait. Alors, on est développement économique, alors sans doute un peu, parce qu'en fait, maintenant avec la LGV, on est à 1h20, 1h25 de Rennes, donc inévitablement sur le plan je pense, de l'hôtellerie, de la restauration, etc., s'il y aura forcément le tourisme au sens large, il y aura un enrichissement du territoire lié à la proximité de Rennes par rapport à la capitale, plutôt que la proximité, maintenant le peu de temps qu'on met à aller de Rennes à Paris. Voilà. L'héritage, après il y a autre chose, il y a un héritage donc financier, matériel, etc., celui que vous évoquez, mais il y a aussi derrière tout ça, plus sur le plan méthodologique et de la conduite de projet, il y a un héritage, vous voyez, immatériel. Ce que je veux dire par là, et c'est vraiment important ce truc-là, l'héritage immatériel, c'est quoi? C'est que la journée olympique, on l'a fait avec les clubs. La génération 2024 et la SOP, Semaine olympique et paralympique, on l'a fait avec les clubs et avec l'éducation nationale, etc. Donc, on apprend à faire ensemble, on apprend à faire interconnaissance, on apprend à co-élaborer, co-mettre en œuvre, co-évaluer, etc. Et ça, cet événement-là, il nous permet de monter toute une série de projets sur lesquels demain, on va pouvoir continuer à travailler. Voilà. Quand vous êtes à 2 ou 3, que vous montez un projet, que ça rencontre un succès, etc., derrière, ça donne envie de continuer à collaborer. Et d'ailleurs, les impacts, on va les voir aussi, et là je me tourne vers Fabrice qui est énervé, les impacts, ça va être aussi dans doper le nombre de licenciés dans les clubs, et probablement le rugby, qui est déjà un des sports favoris en France et qui a accueilli la Coupe du Monde l'année dernière. Est-ce que vous vous apprêtez à compter de nouveaux licenciés? Est-ce que déjà, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça a un impact sur le nombre de licenciés? Oui, bien sûr, de façon très classique, un événement sportif mondial apporte un éclairage médiatique tel que la discipline qui en bénéficie voit affluer des nouveaux licenciés par curiosité, parce qu'il y a eu de l'engouement devant les écrans, on a envie de s'y essayer. Après, l'enjeu, c'est à 1 an, à 2 ans, de les fidéliser. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi, au-delà de la magie de la retransmission de télé, on a réussi à les convaincre par le projet sportif qu'on doit leur proposer. Et là, très clairement, on a un enjeu fort, c'est réussir la transformation, et c'est valable pour tous les sports, hein, ce que je dis. Oui. C'est la transformation entre ce qui est visible sur les écrans, c'est du sport professionnel, et l'offre du sport amateur est parfois très différente, et parfois bien heureusement. C'est-à-dire que, alors, pour revenir à l'exemple du rugby, je parlerai des rugby, puisque ce qu'on voit de façon médiatique, c'est le 2e sport le plus médiatisé. C'est le rugby. Le rugby en France. Après le foot, j'imagine. C'est ça. Et pour autant, c'est la 10e discipline en termes de nombre de licenciés, parce que la complexité à bâtir un collectif pour jouer à 15, il faut facilement un groupe de 40 pour faire une saison avec une feuille de match à 22. Et puis il y a des caractéristiques peut-être un peu physiques aussi, ou c'est une image? Oui, alors c'est vrai, puis c'est d'autant plus vrai quand on parle une fois encore du sport professionnel, puisque là on a affaire à des gens qui s'entraînent plusieurs fois par jour en associant le travail collectif à la préparation physique individuelle, etc. Mais ce sport que nous voyons, que nous admirons à la télévision, c'est une forme de pratique qui s'adresse à un public des sportifs dont c'est le métier. La pratique sportive amateur
offre une palette de niveaux de jeu depuis le semi-professionnel comme Rennes par exemple, le club qui évolue en National 2 pour les hommes, et puis le Stade Rennais rugby féminin qui est en élite 1, donc le plus haut niveau de la compétition féminine. Là vous avez des amateurs mais de très haut niveau et des semi-professionnels. Vous avez également un niveau fédéral et puis différents niveaux régionaux. Ça c'est pour le rugby à 15 tel qu'on l'a connu pour la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques vont mettre en lumière une autre discipline qui est le Seven, le rugby à 7. Donc la pratique à 15 n'est pas compatible d'un calendrier olympique. Les 80 minutes de jeu, l'intensité des rencontres, la nécessité de respecter 3 jours de repos au minimum. Oui, alors que là, ça dure 15 jours. Donc là le Seven, c'est une discipline qui a permis, grâce au président Lapassé, de reprendre pied dans l'olympisme, puisque le rugby faisait déjà partie par le passé des disciplines invitées aux Jeux Olympiques. Le Seven, pour celles et ceux qui vont le découvrir à la télévision ou dans les stades, c'est une forme extrêmement dynamique. Vous jouez sur un grand terrain, dimension réglementaire, mais à 7 contre 7. Donc là, il faut se faire greffer un deuxième cœur, 4 poumons, ça galope dans tous les sens. C'est un jeu beaucoup moins haché que le rugby à 15, où vous n'avez pas toutes les phases de statique, les touches, les mêlées, les zones d'affrontement au sol, etc. Le but du jeu, c'est quasiment d'asphyxier son adversaire et de créer de l'espace pour pouvoir aller marquer l'essai. Donc on retrouve les classiques du rugby, la circulation, pour avancer, il faut se passer la balle en arrière, ce genre de fantaisie qui plaise toujours beaucoup. Mais les dimensions, etc., du terrain sont strictement identiques. Donc c'est une autre forme de jeu. Et enfin, pour la pratique amateur ou le rugby éducatif, on a des formes beaucoup plus accessibles, comme le rugby à toucher, qui se pratique à 5 sur des aires de jeu aux dimensions adaptées, où là on retrouve toutes les bases du rugby, mais c'est une façon d'abolir en gros les différences physiologiques. Ça permet la mixité. Ça permet à des petits gabarits d'affronter des Golgoths, puisque on retrouve le principe du touche-touche de notre enfance. Il suffit d'apposer ses 2 mains sur l'adversaire pour considérer que la balle change de camp. Donc c'est quelque chose qui permet la découverte du rugby très facilement dans le champ scolaire. Dès lors qu'il n'y a plus le geste technique du plaquage, vous pouvez jouer sur tout type de revêtement. Vous avez également une offre rugby, ça a été abordé ce matin, une offre rugby adaptée, une offre de rugby sur ordonnance, puisque un des avantages pour des personnes souhaitant reprendre une pratique sportive ou devant solliciter leur corps de façon progressive et raisonnée en parallèle d'un traitement médical, le sport présente l'avantage de solliciter tous les groupes musculaires et de véhiculer l'image de convivialité, d'esprit d'équipe, etc. qu'on retrouve dans le rugby. Donc en fait, ce que vous ne voyez à la télé n'est que du sport professionnel, et la richesse, la diversité du sport amateur se cache derrière, et c'est valable une fois encore pour toutes les disciplines. Et elle est dans les clubs en fait, c'est ça? C'est-à-dire que Complètement. Grâce à la Ligue régionale de rugby, on peut avoir accès à ces déclinaisons du rugby à 15 qu'on connaît, c'est ça? Oui, alors moi je suis un passionné de sport et un fervent partisan du mouvement sportif au général, donc je ne veux pas tirer la couverture spécialement sur le rugby, vous l'avez compris. Moi, je suis un militant de la pratique du sport et de la diversité de nos formes de jeu. C'est juste qu'il y a des disciplines dans lesquelles on est tout simplement meilleur. Et en ce qui me concerne, après avoir essayé plusieurs disciplines, il s'est trouvé qu'on me demandait moins fréquemment d'aller me reposer sur le banc de touche au rugby, puisque le contact que j'appréciais était recommandé au lieu d'être interdit. Donc après, j'ai retrouvé, après avoir été joueur, j'ai retrouvé le rugby en tant que papa, et comme beaucoup, on prête main forte assez rapidement, on passe un brevet fédéral d'éducateur, et puis on se remet dans le bain. En fait. Voilà, l'engagement associatif a sa magie, on est des victimes consentantes, mais pour revenir à votre question, aujourd'hui, l'animation territoriale du rugby, on a une ligue qui compte naturellement 4 comités départementaux, 64 clubs avec une offre de pratique, comme je le disais, extrêmement variée. Donc 13 500 licenciés environ,
là aussi, par rapport à votre première question, une dynamique vraiment de développement, mais qu'on a su développer depuis maintenant 4 ans. La période Covid a forcé à la réflexion, à la construction de projets. Et la relance sportive a permis vraiment d'impulser une dynamique, mais parce que nous avions la chance, d'une part, d'être un sport de plein air, donc on n'a pas forcément souffert des mêmes contraintes. Également, un sport qui avait en ligne de mire non seulement la Coupe du Monde, mais ensuite les JO derrière, donc évidemment, c'est extrêmement stimulant. Donc 13 000 licenciés, un énorme champ d'action dans le scolaire et des partenariats vraiment avec le monde éducatif et les acteurs également sociaux. On intervient beaucoup en zone rurale pour mettre du lien social, mais également dans les quartiers, y compris en période estivale pour comme le disait Marc, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances, donc c'est aussi notre devoir. La FFR se désigne comme une fédération à mission, donc il ne s'agit pas seulement d'offrir la pratique sportive à nos licenciés, mais d'offrir notre sport à ceux qui souhaitent le découvrir. Et puis il y a une appréciation aussi de l'ensemble de la population. Peut-être on parle toujours d'une petite concurrence avec le foot, rugby, voilà. Et les jeunes commencent à aller vers le rugby par différenciation aussi du foot. Oui, alors je me lancerai pas dans une notion de concurrence parce que on joue clairement pas. Faut être honnête, on joue pas du tout en Bretagne dans la même catégorie. Hein. Il y a un sport de masse et puis il y a un sport qui s'est développé sur le tard. Il faut avoir conscience que le rugby est né à l'école, dans les écoles. C'est un outil éducatif qui bizarrement a franchi la Manche, mais s'est développé de façon très hétérogène. Il y a des académies de France, il y a un siècle de ça, comme Lourdes ou Bordeaux, qui ont rendu le rugby obligatoire dans les écoles compte tenu de ses valeurs éducatives. Dans d'autres régions, que je ne citerai pas, mais vous en connaissez bien une, le sport n'avait pas droit de citer dans les cours de récréation. Donc si vous voulez, on a un siècle à rattraper. Sachant que pour nous, l'enjeu aujourd'hui, l'engouement du public et puis tout ce que le rugby peut présenter comme attrait de diversité de pratiques, etc., on le ressent. On a un enjeu de développement des infrastructures, compte tenu du fait qu'on ne crée pas un club ou on n'accompagne pas le développement d'une structure sportive. Sans l'accompagnement, nos premiers partenaires sont les collectivités locales et territoriales, parce que sans stade, sans terrain, sans vestiaire, sans piscine, sans dojo, etc., les clubs ne pourraient pas être les prestataires de services qu'ils sont. Et comment vous allez vous intégrer alors aux Jeux Olympiques là ? Est-ce que la Ligue de Bretagne de rugby a une mission, a une action au sein des JO ? Alors, comme je le suggérais un petit peu plus tôt, en fait, nous sommes dans une continuité. En fait, la Coupe du Monde 2023 a offert à la Bretagne, nous avons réussi à obtenir l'organisation et l'accueil du championnat du monde militaire de rugby. Donc, en fait, nous sommes depuis plus de 3 ans sur cette construction de projets, de dynamique. Donc la Coupe du Monde est passée avec énormément, des centaines et des centaines d'actions dans les établissements scolaires. On a monté un projet 400 écoles en route pour 2023 qu'on va poursuivre sous un prisme olympique à présent. Des actions également dans les quartiers de la politique prioritaire de la ville pour les amener là également avec à la fois la découverte sportive mais également un fil rouge culturel avec des créations, des ateliers d'art plastique sur le thème du rugby. Mais donc on les a amenés à découvrir le club près de chez eux, puis aller assister à un match professionnel à Vannes, puis on a amené 100 jeunes grâce au soutien de la région à Nantes pour un match de la Coupe du Monde. Donc si vous voulez, toutes ces actions-là, on est déjà sur une dynamique où la construction de projets est derrière nous, les liens avec les partenaires, les acteurs, notamment du monde scolaire, sont déjà établis et les projets sont également impulsés pour les Jeux Olympiques. Donc il y a notamment un projet des sports co-olympiques
qui associe 4 fédérations sportives, notamment avec le foot et le basket et le volley, où des actions sont en construction pour co-animer ou favoriser la découverte des sports collectifs, des sports de ballon dans le champ scolaire. On sera également, comme on l'était l'année dernière, à la foire de Rennes, pour permettre aux clubs du bassin brétilien de conduire des animations, permettre la découverte de la pratique rugby éducatif, rugby adapté, etc., rugby sur ordonnance. Et il y a beaucoup d'appels à projets qui sont enclenchés sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et bien entendu, on sera également, il est prévu un grand nombre d'implications d'animation pour toutes les villes ayant le label pour 2024. Les clubs de rugby locaux sont déjà en train de fourbir leurs animations. Bon, parfait. Donc une mobilisation de tous les instants au moins jusqu'à mi-septembre, voire au-delà, puisque de toute façon ça continue après, la saison redémarre. Donc en fait, ça va pas s'arrêter en si bon chemin. Et je m'en voudrais de pas préciser quand même que nous avons eu la chance d'avoir 2 Bretonnes médaillées olympiques à Tokyo en rugby 7. Et nous avons 3 Bretonnes, à nouveau, les joueuses du Stade Rennais Rugby qui sont passées par l'Académie pour l'Espoir de Rennes, donc par les structures de formation bretonne et fédérale. 3 Bretonnes à nouveau qui font partie de l'équipe de France de rugby féminine. Oui. Pour le Seven. Parce qu'il y a une équipe masculine et une équipe féminine. Complètement. Alors il y avait une figure historique, Jean-Pascal Barak, qui était un joueur de Seven, qui est toujours un joueur de Seven, et qui est originaire de Concarneau, donc formation bretonne. On n'a pas de nouveaux arrivants dans les jeunes bretons pour la pratique à 7. En revanche, si vous suivez le 15, on a eu le grand plaisir, après plus de 60 ans sans breton dans le 15 de France, de voir arriver Nolan Le Garrett sur la dernière sélection. Et puis sur le prochain match contre l'Écosse pour les moins de 20 ans, il n'y aura pas moins de 3 Bretons sur la feuille de match, ce qui est complètement incroyable. Ce qui n'est jamais vu, quoi. Bah, oui. C'est ça, une valeur qui monte. Une montée en puissance de la passion du sport là, qu'on s'apprête à vivre tous sur 2024. L'année est déjà amorcée, mais je pense que là, ça va encore exploser dans les prochains mois. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos témoignages et vos regards sur l'impact des Jeux Olympiques, à la fois pour les Jeux Paralympiques, la ville de Rennes, le rugby en Bretagne. Je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des interrogations pour nos experts, nos intervenants? C'est le moment de prendre la parole si vous avez des questions. Avant qu'on vous libère, est-ce que vous avez des questions? Une main se lève. Bonjour à tous les 3. Déjà, merci pour vos témoignages et puis pour les propos hyper intéressants tenus pendant ce débat. Sur la question de l'héritage, on n'a pas forcément évoqué le plan 5000 équipements. Vous avez tous les 3 évoqué de manière transversale un petit peu sur la nécessité d'équipements structurants, de proximité, dans les cours d'école notamment. Comment est-ce que vous, au niveau local, vous comptez vous saisir de ce plan, du plan Impact Génération 2024 ? Et quel est votre positionnement sur qui peut rester des jeux, notamment sur les équipements structurants? C'est une question piège. Non, c'est une question piège parce qu'inévitablement, quand on est sur une fonction comme la mienne, ça oblige par moment à sortir un peu de son devoir de réserve. Voilà. Quand on suscite de l'envie, de l'engouement, quand on a une manifestation comme ça internationale, bien évidemment, et le président Kené Hervé le disait, ça va générer un afflux, voilà, de nouveaux pratiquants, de nouveaux pratiquantes, que ce soit sur le para, que ce soit sur les valides, sur du pluridisciplinaire, voilà. Et aujourd'hui, les collectivités, elles sont financièrement étranglées, voilà. Donc il faut dire les choses comme elles sont, hein. La ville de Rennes, c'est 200 ERP, donc 200 équipements sportifs, voilà. Pour la plupart construits dans les années 75-80. Tu en sais quelque chose parce que c'est là que tu pratiques, voilà. Et aujourd'hui, quand il faut rénover un équipement sportif, un gymnase classique par exemple,
c'est 1 500 000 €, dont au moins 50% de l'enveloppe qui concerne la rénovation thermique de l'équipement pour les questions d'énergie, de transition, etc., écologique. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc aujourd'hui, à Rennes, c'est une collectivité qui se porte bien financièrement. On est sur un territoire démographiquement dynamique, donc dans l'absolu, je ne devrais pas me plaindre. Voilà. Il n'en demeure pas moins que tous ces équipements là, qui datent des années 80-85, on manque déjà de moyens aujourd'hui pour les rénover. Voilà. Mais cet afflux de nouveaux pratiquants, il va falloir créer de nouveaux espaces de pratique. Voilà. Dans un contexte où la pression foncière est, un terrain de foot 105 par 68 avec les dégagements, il faut trouver un hectare. Et à Rennes, trouver un hectare aujourd'hui par rapport aux problématiques de logement, par rapport à la pression foncière, le calcul est impossible, l'équation est impossible. Voilà, la mission est donc il y a un problème foncier, il y a un problème financier. De ressources aussi, parce que derrière ça veut dire des emplois d'encadrants. On en parlait tout à l'heure à l'intérieur du forum, et notamment l'AFDAS qui me disait qu'ils avaient des subventions fléchées pour des formations qui allaient être nécessaires parce qu'avec cet afflux de nouveaux pratiquants, il va falloir les encadrer. Donc, il y a deux sujets par rapport à l'engouement que ça génère. Il y a la qualité des infrastructures, voilà. Un terrain synthétique aujourd'hui, éclairé, nouvelle génération, comme celui qu'on vient de réaliser au complexe sportif Robert Launay, c'est 1,4 million. Voilà. Donc il y a le sujet des infrastructures, et puis il y a le sujet de la qualité de l'encadrement. Donc ça renvoie à l'emploi formé, l'emploi qualifié, voilà, et au coût, voilà, pour l'employeur. Voilà. Et tout ça, ça passe par de la subvention. Et bon, il y a une politique vraiment volontariste de la ville de Rennes, mais pas très loin d'être à la hauteur des besoins exprimés légitimement par le mouvement sportif rennais. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui de ma position, c'est avec cet afflux de futurs pratiquants et pratiquantes, c'est où pratiquer dans un contexte où c'est déjà tendu et optimisé, voilà, voire saturé sur certaines disciplines, et avec quelle qualité d'encadrement. Voilà. Alors, il y a des subventions d'État, le plan 5000, l'Agence nationale du sport, excusez-moi de le dire, mais l'État, il n'est pas au rendez-vous. L'État, il n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc, à titre d'exemple, et c'est là que ça me pose des soucis et ça me fait sortir par moments de mon devoir de réserve, mais on va construire une nouvelle piscine à Villejean. Voilà, donc piscine, 25 millions d'euros, le montant subventionnable, c'est 18 millions. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais le montant subventionnable, c'est 18 millions d'euros sur cette piscine, nouvelle piscine à Villejean. Subvention ANS, voilà, équipement structurant, 320 000 euros. Voilà. Donc moi, je rejoins les objectifs de l'aisance aquatique, je rejoins les objectifs du J'apprends à nager, mais quand la ville de Rennes construit une piscine à 25 millions d'euros, le département joue le jeu à hauteur de 2 millions, la région joue le jeu via le contrat de plan État-région à hauteur d'1,5 million, mais l'État, voilà, 320 000 euros d'ANS, parce que sur les équipements structurants, l'enveloppe régionale, c'est 900 000 euros. Voilà, 900 000 euros en 2023 pour l'ensemble de la Bretagne sur cette enveloppe. Voilà, 900 000 euros sur l'ensemble de la Bretagne, quand une seule piscine à Rennes, c'est 25 millions. Donc, le compte n'y est pas. Alors après, l'État participe, il y a d'autres canaux de financement, mais c'est une inquiétude, quoi. On a un patrimoine vieillissant, voilà, qu'il faut remettre à niveau. Il faudrait créer des espaces de pratique supplémentaires. Et aujourd'hui, les collectivités, un peu étranglées financièrement, et puis avec les puis là-dessus, il y a le zéro artificialisation des sols. Alors il y a tout ça, voilà, il y a tout ça. On va faire des piscines sur les toits des immeubles. Je ne sais pas comment. Alors je prends l'exemple des piscines, mais ça vaut pour toutes les disciplines. Alors les créneaux, c'est plus 2 heures. Enfin, on va travailler pour que ce soit 1h30. On va plus fermer nos gymnases à 23h, mais plus à 22h30, mais à 23h. On va travailler aussi sur les sols sportifs, voilà, avec des synthétiques pour optimiser, ne plus jouer 10 heures sur un gazon naturel, mais 60 heures sur un gazon synthétique. Mais quand bien même. Voilà, on parlait du football tout à l'heure. Aujourd'hui, le football, il faut quand même le savoir, c'est là, la Fédération française de football va arriver à 2 400 000 licenciés. Voilà.
Et pour la ville de Rennes, c'est 6 000 licenciés uniquement pour les clubs. C'est 6 000 licenciés. Et donc, pour donner un exemple, sur ce que la Fédération française de foot appelle le foot à effectif réduit, voilà, pour les petits, là, U11, c'est 110 matchs à organiser tous les samedis sur le territoire rennais. Donc ça commence à 10h, 11h30, 13h, etc. Et je ne sais pas trop comment on va... c'est un exemple, le football, mais ça va être pour beaucoup de disciplines comme ça. Mais le sujet que vous abordez là n'est peut-être pas forcément que lié aux Jeux Olympiques et à l'impact. On est aussi dans une région qui démographiquement est en croissance, et ça répond aussi à des problématiques liées à cette croissance démographique, notamment à Rennes. Avant le sport, vous le faisiez à l'école ou en club, voilà. Et aujourd'hui, on voit une pluralité. Il y a de plus en plus de sport loisirs, il y a de plus en plus de sport convivialité, de plus en plus de sport santé, sport bien-être, etc. Le sport compétition continue à exister. À l'école, il continue à exister, etc. Donc voilà, une piscine, c'est pour les clubs, une piscine, c'est pour l'école municipale de natation, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, mais c'est aussi pour tout ce public qui apprécie nager, etc. et pour qui ça contribue au bien-être, pour certains à l'esthétisme du corps, etc. Et on a du mal. C'est un équipement indispensable dans un territoire, de toute façon. Oui, mais les mètres carrés n'existent plus. On fait une nouvelle piscine, il y en avait déjà une avant, donc on ne va pas gagner beaucoup de mètres carrés de voilà. On a la piscine Saint-Georges, bâtiment historique. La rénovation, il faut la faire, c'est 25 millions d'euros, donc on va la rénover, mais on ne gagnera pas un mètre carré de plan d'eau. Et puis il y a la piscine de Bricquigny qu'il faut terminer là, avec l'isolation, parce qu'elle date de 70, et bon voilà, l'enveloppe est très déperditive. Il faut remettre 10 millions d'euros, mais on ne gagnera pas non plus un mètre carré d'espace de pratique, donc le problème est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse à la question. Si, la réponse à la question, c'est encore plus loin. C'est que les 5000 équipements, ça renvoie à autre chose. Voilà, ça, c'est plus... Voilà. Oui, mais allez-y, alors le micro, là, il y en a un, celui de Quentin. Je peux apporter un éclairage complémentaire. D'une part, l'afflux de licenciés. Je prends l'exemple de la Coupe du Monde 2007 qui s'était jouée en France. Pour nous, ça a été une référence dans nos réflexions amont pour l'avant 2023-2024. On a eu un afflux de plus de 50% de licenciés. C'était en rugby. Un tsunami auquel les clubs n'étaient pas préparés. Et passé la satisfaction des premiers instants, on se rend compte que la question qui se pose, c'est effectivement celle des infrastructures et également la qualité de l'encadrement. Donc on a lancé 2 actions pour préparer 2023. L'une vraiment très amont sur la formation de nos encadrants sportifs, donc c'est un peu le thème de la journée, formation à la fois des encadrants bénévoles mais des encadrants professionnels. La Ligue de Bretagne, c'est 15 salariés, à ça vous rajoutez les salariés sportifs dans les comités départementaux et dans un certain nombre de clubs, donc on a un maillage, une communauté d'éducateurs sportifs assez structurée. Donc la formation des éducateurs, plus de 1000 éducateurs brevetés ou en cours de formation, à peu près 350-380 par an. Donc c'est un travail de fond tous les ans, donc qui a été entrepris bien en amont de la Coupe du Monde pour être prêt à densifier le taux d'encadrement dans les clubs pour recevoir correctement et assurer les bonnes conditions d'apprentissage, de découverte et de sécurité dans les associations. Et puis la question des infrastructures, donc je l'ai évoqué très brièvement, mais c'est un enjeu qui est tellement énorme que là aussi on a lancé un chantier. Si vous voulez, le principe des subventions, le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais c'est un peu comme les soldes. Hein. Le fait que vous soyez heureux d'avoir 20 ou 30% de remise, ça n'enlève rien au fait qu'il faut quand même sortir 70-80%. Donc la capacité d'investissement des collectivités, on touche vite les limites. Et entre les mises aux normes des équipements, de la voirie, les mises aux normes également, la mise en conformité vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, où là il y a quasiment plus d'une décennie de retard. Donc quand on arrive en tant qu'acteur associatif pour demander un agrandissement, une extension ou la création d'un nouvel outil, c'est extrêmement compliqué. Donc on prend en compte sur le long terme l'évolution démographique. Il y a une dynamique démographique économique en Ille-et-Vilaine qui n'est pas la même sur le reste du territoire breton, encore moins national. Vous avez aussi un phénomène de vieillissement de la population.
population, baisse de la natalité, etc. Je ne vais pas faire la leçon, mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est une vision sur le long terme. C'est pas demain avec mon afflux de licenciés, c'est sur le long terme où et comment faut-il investir. Donc, ce qu'on a impulsé auprès de nos clubs et là où on les accompagne, on a lancé un chantier, le schéma directeur des équipements sportifs, c'est-à-dire factuellement faire l'état des lieux de ce dont ils disposent et en quoi ça répond à leurs besoins d'aujourd'hui. Et au vu de l'offre de pratique et de la dynamique de développement du club, où se voit-il dans 10 ans? Et je ne parle pas de niveau de compétition, parce que ça peut amener des mises en conformité vu les standards fédéraux pour tel ou tel niveau de compétition, mais ne serait-ce que sur la qualité de l'accueil, sur les familles, est-ce qu'on a un lieu pour les accueillir, leur offrir un café pendant que les enfants sont dehors sur le terrain. Donc tout ça, ce schéma directeur des équipements sportifs, accompagner les clubs pour identifier le juste besoin, mais à 10 ans, de telle sorte qu'on pourra travailler avec, une fois encore, les collectivités locales et territoriales pour essayer de rallier ces besoins et, si possible, anticiper pour toujours être en adéquation avec la réalité du terrain. Lorsque un club monte à l'échelon supérieur ou a d'ores et déjà explosé les effectifs qu'il peut accueillir en sécurité dans ses locaux, ça veut dire qu'on a échoué. Donc c'est le temps administratif n'est pas le temps de la saison sportive ou de l'engouement d'un événement sportif mondial. Donc si on n'anticipe pas, si on ne travaille pas tous collégialement, c'est pas voué à une grande réussite. Et pour répondre clairement à ta question, le plan 5000 équipements, le plan 5000 équipements 2024, Agence nationale du sport. Le concept de l'ANS, c'est les cours d'école sportives et actives. Bon, 10 millions d'euros, il y a à peu près 500 projets, je pense, qui vont sortir. Bon, voilà, on n'est pas, quand on dit 10 millions d'euros, 5000 équipements, cours d'école, c'est super important. Voilà, on travaille beaucoup sur des îlots de fraîcheur, on travaille beaucoup sur des cours d'école non genrés, mais là, on est sur la logique sport-santé, il faut bouger, peut-être gesticuler. J'ai envie de dire, commençons par faire les 108 heures d'EPS obligatoires à l'école élémentaire, ça sera déjà pas mal. Donc ça, ce plan 5000 équipements et la moyenne de 20 000 euros pour aménager ces cours d'école sportives et actives, très bien, très bien. Mais derrière, ça ne servira pas les intérêts du mouvement sportif ni de l'éducation sportive si on considère le sport comme un lieu de transformation des individus, voilà, d'interaction sociale, d'apprentissage des règles pour faire société demain. Voilà. Et puis le plan 5000 équipements, c'est aussi beaucoup d'équipements en accès libre. Alors c'est des concepts hyper tendance qu'on appelle le ping citoyen, les dosos solidaires, l'airbad. Moi sincèrement je ne sais pas très bien ce que c'est. Voilà, c'est des équipements en accès libre qui ne concernent pas directement les clubs. Voilà. C'est une forme d'équipement un peu comme les spots de street workout qu'on a, qui posent des problèmes d'égalité parce que qui sont souvent vampirisés par les garçons. Voilà. Et ça se fait sans encadrement et tout. Donc moi ce biais-là qui est pris via le plan 5000 équipements, ça, c'est de la gratuité, c'est de l'accès libre, mais c'est pas directement orienté vers le sport club tel que présenté par le président Ken Hervé, quoi. Je sais pas, voilà, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. Merci pour cette ponctuation. Bon, ça a à peu près répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'on a eu il y a une autre question là. En fait, quand on a parlé, bonjour tout d'abord, on a parlé du rugby donc en Bretagne, mais je pensais que participation du rugby de Vannes, j'en ai pas entendu parler, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le 35, et je voulais savoir quel était votre point de vue. Quand on parle du rugby de Bretagne, on parle de tous les rugbys en Bretagne, non? Vannes est en Bretagne. Oui, ça je sais. Mais par contre, je pensais que vous en auriez parlé davantage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le rugby de Vannes? Alors, je vais vous dire très franchement, merci déjà pour cette question, parce que ça vient combler un vide, vu que je ne l'avais pas mentionné. Moi, je suis président de la Ligue régionale Bretagne de rugby, c'est-à-dire le rugby amateur, et le rugby club Vannetais, qui est notre locomotive, est un club professionnel. Donc, en fait, le club de Vannes
sa structure amateur, l'école de rugby, les jeunes, le loisir, etc., fait partie de la famille du sport amateur et je ne la distingue pas des 64 autres clubs. En revanche, le club professionnel, nous sommes, la Ligue de Bretagne est naturellement la première supportrice du porte-étendard du rugby breton qu'on espère voir bientôt évoluer en top 14. Donc ça rejoint quand même la problématique, enfin pas la problématique d'ailleurs, l'enjeu de médiatisation et l'engouement qui fait que lorsqu'on voit un sport à la télévision sous son meilleur jour avec vraiment un éclairage extrêmement positif sur la performance, les valeurs, la convivialité, etc. Pour nous, c'est la dimension du rugby qui nous est chère, c'est l'individu au service du collectif. C'est-à-dire qu'un joueur seul ne fera jamais la différence et c'est vraiment le collectif et l'effort ensemble. Si vous voulez, une mêlée supérieure, si on a des manchots dans la ligne de 3/4 ou à l'inverse, si on a des 3/4 flamboyants mais avec une mêlée qui se fait enfoncer devant, l'équipe ne l'emportera jamais. Donc la force, c'est le collectif. Et la force du collectif, c'est la complémentarité de tous les joueurs et de ce qu'ils apportent. C'est un message très fort pour nous, chez les enfants, chez les plus jeunes, puisque là aussi, que vous ayez quelqu'un un peu en surcharge pondérale, on va dire les choses avec la diplomatie qui s'impose, et qui me concerne d'ailleurs, quelqu'un en surcharge pondérale, eh ben, il apportera pour les joueurs de devant, celui qui a grandi très vite, qui parfois a du mal à apprivoiser son corps et sa motricité, il va capter tous les ballons en touche, etc. Donc en fait, les différences font la force d'une équipe. Et ça, c'est un message extrêmement fort pour le rugby. Donc je suis parti un peu loin de Vannes, j'y reviens. Le Rugby Club Vantais est notre porte-étendard. Le stade de la Rabine, c'est le stade Mayol breton. Vraiment, la performance du RCV forcément suscite le soutien et l'engouement de toute la Bretagne, parce que c'est le club professionnel de la Bretagne, et quand il y a des jours de match, ils sont les premiers au classement du remplissage du stade. Donc en termes pas d'audience, mais vraiment de présence de supporters, ça draine des supporters des 4 coins de la région, et ça c'est assez magique. Donc le sud-ouest, vous avez à 100 km à la ronde, vous avez 5-6 clubs professionnels, mais nous on n'en a qu'un, du coup on est tous derrière, et ça aussi c'est une force. Donc le RCV, c'est également un club qui vraiment a su se construire patiemment. Il a fallu quasiment 10 ans pour passer de la Fédérale 1 à la Pro D2. En quelques années, ils sont arrivés dans les phases finales. La municipalité les a accompagnés aussi sur les agrandissements du stade, parce que dans la dimension économique du projet, une fois encore, on remplit le stade, mais quelques milliers de places supplémentaires, x16 sur la saison, ça permet aussi de compenser des grands partenaires qu'il n'y a pas forcément dans le tissu économique breton. Donc ils ont réceptionné leur centre d'entraînement récemment. Donc c'est vraiment un club qui se structure, qui va bien et qui fait plaisir à voir. Et très clairement, ça fait naître aussi de l'engouement chez les plus jeunes, et ça alimente le tissu amateur, de la même façon que les plus belles pépites détectées en tissu amateur vont alimenter les filières de perfectionnement. Donc c'est un écosystème, et là encore c'est vrai dans tous les sports, hein. La performance contribue au développement, mais sans développement il est assez difficile d'atteindre la performance. Et pour vous, les espoirs correspondent à des amateurs ou des professionnels? Alors, je ne vais pas dire que je parlerai qu'en présence de mon avocat, mais c'est une question de fond. Ce n'est pas forcément le débat aujourd'hui, mais la catégorie espoir est une catégorie quand même, c'est un championnat à part entière, donc on a besoin de préparer les meilleurs sportifs au plus haut niveau, et il faut pour ça qu'ils évoluent avec leurs pairs et qu'ils affrontent des équipes du même standard de jeu. Mais très clairement, on n'est pas dans le schéma professionnel, pas encore, les meilleurs d'entre eux y parviendront, mais on n'est plus non plus dans un schéma amateur
stricto sensu. Même la mise en place très récemment, la réforme des catégories nationale 2, qui permettent de faire sortir un petit peu, d'officialiser l'existence de clubs qui sont plus 100% amateurs, mais qui ne sont pas encore réellement professionnels. C'est une forme d'officialisation. Je pense que les espoirs pourraient être considérés dans cette famille-là. Merci. Je vous remercie. Merci à tous. On va essayer de clôturer cette troisième table ronde. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. On va s'attendre à une année sportive. Je crois qu'elle a déjà bien commencé. Eric est là. Il a un petit cadeau pour vous.